Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci de nous rester fidèles, merci de vous informer sur Alfayda FM, la référence. Il est midi, c'est l'heure du journal, dont voici les titres. L'insécurité règne en maître avec la recrudescence des cas d'assassinat. À Kaolack, les populations réclament la peine de mort suite à l'affaire Abdoul Aziz Ba, alias Aziz Dabala. Réaction à suivre dès le début de ce journal. Au-delà de la réalité de la cherté des factures, la qualité de l'eau également constitue un réel problème à Kaolack. Face à cette situation, le président de l'ASCOSEN tire la sonnette d'alarme. Elhaji Abdou Badjo, que vous entendrez dans ce journal. Conscient de leur rôle indispensable, 140 arbres ont été plantés à Djaniel à l'initiative de l'association des chefs de village. De même qu'à Naoudé, où la cellule PASTEF a organisé également une journée de reboisement. Détail à suivre dans cette édition. Et puis dans la deuxième partie, vous aurez la page inter et l'actualité sportive. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Ngoulingay Rennes est à la présentation, partie technique Code Sec Kenemé. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, l'insécurité règne en maître au Sénégal avec une recrudescence des cas de meurtre. Face à cette situation, Massigui Sall impute la responsabilité de l'État. Il est interrogé ici par Cheikh Tidiane Diagne. Je ne connais plus mon peuple. Nous sommes devenus très violents à cause de l'argent. L'argent a détruit toutes les autres valeurs. Il n'y a que l'argent qui compte dans ce pays. Ce n'est plus la naissance ou la connaissance de quelqu'un qui peut l'élever à un certain niveau. Il n'y a que l'argent qui place les gens. C'est devenu un ascenseur social très dangereux. C'est la recherche facile de cet argent-là qui est la source principale des agressions et des meurtres dans ce pays. J'ai peur et tout le monde a peur. On doit prendre conscience. On doit redresser notre nation. On doit redresser notre société. Et pour cela, il faut retourner à d'anciennes valeurs. Le moune, le kersa, le teranga et le travail. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Retourner à nos anciennes valeurs. Bien sûr, dans tous ces meurtres qu'on entend, on entend aussi des problèmes de drogue, d'homosexualité, de prostitution. C'est des choses qui sont liées. La recherche de l'argent facile, ça tombe dans le même panneau. La recherche de l'argent facile. Tout le monde veut de l'argent et ne veut pas travailler. C'est la seule cause. Je crois qu'il est temps de retourner à la peine de mort. Il est temps. Parce que nous sommes au bord du gouffre. C'est ma conviction. Ouais, il faut retourner à la peine de mort. C'est une demande sociale. C'est une demande sociale. Tout le peuple réclame la peine de mort. On doit y réfléchir. Mais rien ne me dit que ces gens qui font ces meurtres ont pris ces comprimés. Rien ne me le dit. En tout cas, c'est des choses qui sont liées. Les agressions, la drogue, la prostitution, l'homosexualité. C'est des choses liées. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que ceux qui prennent sont des meurtriers aussi. Il faut faire des études plus poussées que ça. Massigui Sall annonçait également dans les titres la qualité de l'eau à Kaolack inquiète beaucoup les populations qui d'ailleurs estiment que cette situation constitue une menace pour leur bien-être. Elhaji Abdou Badjo, président de l'ASCOSEN Kaolack, nous en dit plus. Dans la région de Kaolack, vous avez vu que l'eau est sale présentement depuis des mois. La qualité de l'eau n'est pas tout à fait bonne. L'eau de côté le puce, il n'y a que du rougeâtre qui en sort sur l'eau. Et encore l'eau aussi est salée. Je pense que c'est pour cela, nous, on a, en tant qu'ASCOSEN, en tant qu'association des consommateurs, on a alerté, là c'est nous, le directeur qui est là, et ils ont amené une équipe sur le terrain, faire des constats. Ils ont fait, pour l'amener l'eau dans les labos, et faire des analyses pour voir la raison de la qualité de cette eau-là. Et nous félicitons la CNO de la rapidité. Et aussi, le directeur qui est là, avec l'équipe, on le souhaite pour au moins dans les brefs délais, pour que la situation de la qualité de l'eau revienne plus vite dans la commune de Kaolack. Oui, c'est pas normal, parce que là, vous le voyez, parce que la qualité de l'eau peut amener des maladies, comme des diarrhées et consorts. C'est pour cela que nous, on a fait une alerte au niveau de la CNO, au moins, pour que ces cas de diarrhée et de vomissement ne soient pas intervenir au dos des consommateurs. Et je pense que cet appel a été entendu. Et ils ont amené une équipe. Et ils ont amené l'eau dans les laboratoires. Et ils ont dit qu'ils ont fait un constat que ce qui est vrai aussi, que la qualité de l'eau n'est pas bonne. Je pense que moi, je lance un appel aux nouvelles autorités, au nouveau président de la République et au nouveau ministre en charge de l'eau pour tout faire pour au moins que la qualité de l'eau à Kaolack soit prise en compte. Toujours dans le cadre de cette alerte, Elhaji Abdou Badjo a également pointé du doigt la
la cherté des factures. Le voici toujours avec Cherti Djandjeng. Et je ne veux pas qu'après-demain, pour que la population ne se révolte. Et cela va amener des problèmes entre la CNO et la population. Et non seulement la qualité de l'eau, mais l'eau aussi est chère. L'eau est extrêmement chère ici, à Kaolack. Vous voyez, ceux qui consommaient 2 000, 3 000, 4 000, maintenant, ils payent vers 30 000. Ceux qui payent 50 000 payent maintenant à 100 et quelques. Je pense que c'est extrêmement cher. Il faut que la CNO revienne à la région pour mieux servir les consommateurs. Oui, il y a des quartiers qui n'ont pas de l'eau, même pas de l'eau, mais il y a même des quartiers aussi. Pour avoir de l'eau, il faut qu'ils attendent jusqu'à 3 h du matin pour aller puiser de l'eau. Je pense que cela ne devrait pas être. On lance au nouveau gouvernement de tout faire pour régler le problème de l'eau dans la commune de Kaolack. Si la situation persiste, nous on est là, on alerte. Parce que sinon, la population peut se révolter et ce n'est pas du tout normal. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'alerter les nouveaux auditeurs et surtout la CNO qui est en charge de l'eau pour mieux faire donner à temps réel et respecter le droit des consommateurs. Mais bien sûr, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut boire de l'eau et la maladie comme les choléra, les diarrhées et les vomissements peut en suivre. C'est pour cela qu'on évite ça pour au moins pour alerter la société en charge de l'eau qui est la CNO. Oui, nous on remercie le nouveau directeur de la CNO de Kaolack parce que au moins lorsqu'on a arrêté la situation, automatiquement il a réagi, il a même envoyé une équipe sur le terrain pour voir la qualité de l'eau. Et il s'est rendu compte de ce que nous lui avions dit, extrêmement vrai. C'est pour cela qu'ils ont testé l'eau, ils ont amené dans les laboratoires pour voir excessivement la qualité de l'eau. Il m'a dit que peut-être 2 ou 3 jours, la qualité de l'eau va revenir dans les normes. C'était à l'instant Elhaji Abdou Badjo, le président de l'ASCOSEN à Kaolack, très en colère contre les entreprises telles que la BP et la Cosmos. Les membres de l'association des pêcheurs de Saint-Louis étaient en mouvement d'humeur et c'était pour fustiger le non-respect des accords sur le projet à GTA. Mamadou Sarr, que je vous propose d'écouter. On a descendu aujourd'hui sur le terrain parce que au sortir d'une rencontre que nous avons eu le 13 passé avec le préfet, aussi avec BP et Cosmos. Nous sommes sortis de ces réunions déçus parce que cette rencontre nous a permis de comprendre. En réalité, BP était dans le dilatoire. Depuis presque 6 ans, BP et Cosmos sont dans le dilatoire parce que pendant cette rencontre, le préfet a posé toutes les doléances des pêcheurs sur la table. Mais BP et Cosmos n'ont jamais été capables d'apporter une réponse sur tous les points qui ont été posés par les pêcheurs. Et ça, c'est déplorable. On ne peut pas cohabiter avec des gens pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, BP est dans le dilatoire, BP est dans le mensonge. Pendant 7 ans, 6 ans, actuellement, il a fallu que la communauté sorte pour que BP réagisse. Si nous avions décidé de nous taire, BP allait nous passer dessus. Mais ça, cela n'arrivera pas. Parce que la communauté, c'est une communauté consciente. C'est une communauté qui savent ce qu'ils veulent. Et BP ne peut pas faire de ses engagements. BP ne peut pas se soustraire de ses obligations légales. BP ne peut pas se soustraire de ses obligations par rapport à ce projet GTA. Ce projet GTA a déjà tué la pêche. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce projet GTA est en train de polluer la mer. Ce projet GTA est en train de polluer l'air que nous respirons. Nos enfants sont en train de souffrir. Nos femmes sont en train de souffrir. Nos femmes font des va-et-vient entre les hôpitaux, entre les dispensaires. Mais jusqu'à quand? Si BP attend que nous soyons enterrés, il ne verra pas ce jour. Restons toujours à Saint-Louis, durement impacté. Ces pêcheurs interpellent les nouvelles autorités étatiques pour des négociations avant que l'irréparable ne se produise. Mamadou Sarr, toujours au micro de Bara Diop. Actuellement, la communauté est en train de se concerter avec ses avocats. La communauté est en train de se concerter avec ses conseillers. Individuellement, on va vers ça. Parce qu'en face, on a des gens qui ne sont pas sérieux. BP Cosmos ne sont pas sérieux. Ça, il faut le dire. On n'a pas besoin de leur argent. On n'a pas besoin d'un RSE. 425 millions pendant 6 ans. 425 millions de RSE. Ça équivaut à 70 millions par année. BP n'a rien fait ici. Ça dit qu'il ne faut pas que BP trompe l'opinion publique. BP n'a rien fait dans la communauté. Rien. RSE de 425 millions pendant 7 ans. Dites-moi, qu'est-ce que représente 70 millions sur une communauté de plus de 5000 pêcheurs? Ce sont des miettes. Donc, il faut que BP soit réaliste. Nous appelons à la table de négociation. Nous appelons l'État. Nous appelons l'autorité. Nous appelons le président de la République. Lui que la communauté pêcheur a élu. Nous l'appelons à intervenir dans cette affaire. Nous voulons que BP respecte la loi, simplement. On ne demande pas, l'impossible, mais nous sommes durement impactés. Nos activités sont mortes. Actuellement, vous êtes dans un quai de pêche. En temps normal, si l'activité était vivante, si l'activité était normale, vous ne pouvez pas prendre ici des images. Parce que c'est bondé de monde. C'est ça l'activité. La pêche, c'est une filière. C'est une filière, des milliers et des milliers de personnes vivent de la pêche. Il faut que l'État le sache. Il faut que ces gens-là le savent. Nous n'accepterons pas. 12 heures passées de 9 minutes à l'IA de Kaolack, d'où vous nous suivez sur les ondes de la référence. Vous suivez le journal.
Éducation, on en parle dans cette édition. Il est impératif de revoir le dispositif d'évaluation. En tout cas, telle est la conviction du secrétaire général du CELS sur la baisse notée sur le taux de réussite des examens de cette année-ci. Amidou Diédhiou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, écoutons ses propos. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les résultats sont effectivement publiés à l'ensemble du territoire national et que le taux de réussite est à 65,53%. Ce qui relève quand même, il faut le noter, mais une baisse, une très grande baisse. La tendance, c'est que nous avoisinons à peu près les 17% de baisse relativement à ce taux de réussite au CFE. Et ça confirme d'ailleurs ce que nous savions déjà sur le BFM et le baccalauréat qui également, en termes de tendance, était sur une pente baissière. En l'espèce, il nous paraît important de saluer d'abord les efforts que les enseignants consentent. Malgré justement les conditions on ne peut plus à revoir, je me rends compte que des efforts énormes sont menés par les enseignants et conduisent à des résultats, même si, je le disais, ces résultats doivent nous amener à interroger le dispositif d'évaluation. Je considère aujourd'hui que ce dispositif d'évaluation doit être complètement revu et que également l'évaluation étant un processus, mais un processus qui englobe l'ensemble des acteurs et des intrants. C'est l'environnement scolaire, c'est le programme, c'est les classes pléthoriques à certains endroits, c'est la question de la cantinisation des établissements, c'est la question des programmes scolaires avec en ligne de mire, mais ce concept de souveraineté, c'est la question de support didactique, c'est la question de l'accompagnement des parents, mais c'est également la question de la motivation des enseignants elles-mêmes. Mais j'allais même dire, ça nous renvoie aussi au mode de pilotage qui devra être justement un mode holistique, ouvert. Je suis en train de dire, en de pareilles circonstances, il faut que tout le monde s'arrête. Il faut que les acteurs s'accordent à dire, mais tiens, la tendance, elle s'impose à nous, elle est malheureusement baissière, il faut qu'on s'arrête. Et quand on s'arrête en interrogeant et en prenant en compte tous les agrégats. Maintenant que les nouvelles autorités nous annoncent des réformes systémiques, il faut que l'on comprenne l'idée. Était-ce une réforme avec ces trois types de réformes que l'on peut évoquer, c'est-à-dire la rénovation elle-même, la refondation ou l'innovation? Était-ce des révisions des curricula, seulement du programme? Était-ce une refondation? De quoi doit-il s'agir fondamentalement? Et tout cela, nous devons travailler à se dire qu'est-ce que ça peut apporter en termes de plus-value, en termes de hausse du taux de réussite des différents examens. Je considère que l'autorité en charge de l'éducation nationale, les parents d'élèves, les syndicats que nous sommes, l'ensemble des acteurs doivent s'arrêter objectivement, réinterroger ce qui arrive à notre pays en termes de résultats scolaires. Relatif à ces résultats, à la gestion de la carrière des enseignants et à des questions liées aux réformes, Amidou Diédhiou en a proposé des solutions pour relever les défis. À l'urgence, je considère d'ailleurs que c'est le moment aujourd'hui plus que jamais de mettre à profit ces 2 mois de vacances qui nous restent. L'année dernière a été une année sabbatique. Nous, syndicats d'enseignants, nous l'avons voulu sabbatique au regard du contexte politique qui a traversé notre pays. Mais les revendications, les préoccupations, les urgences, les défis sont encore là. Il me semble important que les autorités du ministère de l'Éducation nationale, de la fonction publique puissent comprendre l'urgence d'adresser les questions de l'heure. La question des examens, des résultats scolaires doit être adressée avec beaucoup de minutie. Mais à côté, la question enseignante, du point de vue motivation de l'enseignant, qui est un intrant essentiel. La question de ce qu'eux-mêmes ils appellent l'introduction de l'anglais, des langues nationales, jusqu'où est-ce que cela est possible, comment est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette nouvelle trouvaille ne puisse pas se retourner contre nous. En tout état de cause, nous, syndicats d'enseignants, restons très ouverts, mais restons convaincus qu'il faut y aller vite, mais très vite, mettre à profit ces vacances pour que les questions majeures qui plombent notre système, je pense à la question des enseignants décisionnaires, il faut régler dans l'urgence. Je pense à la question, mais naturellement, du déficit d'enseignants criards que nous notons, qu'il faut régler en urgence. Je pense également à la question des abris provisoires, qu'il faut solutionner en urgence. Mais la question liée également à la dématérialisation, à la digitalisation, comment faire en sorte que ces 2 leviers permettent une gestion très rapide, mais une bonne gestion de la carrière des enseignants. Je considère qu'en le faisant, nous rentrerons à l'année, au début de l'année scolaire avec aisance. Les enseignants iront à l'école en toute quiétude, motivés, déterminés, mais prêts à relever les taux de présence à l'école et d'admission au CFE, à l'entrée en 6e, mais également au BFM et au baccalauréat. Nous l'espérons vivement. Vous suivez le journal.
Vous nous suivez également sur les www.radioalfayda.net à l'initiative de la cellule PASTEF de Ngathie Naoudé. Une journée de reboisement a été organisée. Alioune Badara Diop y était pour nous. La cellule PASTEF de Ngathie Naoudé a initié ce lundi une journée de reboisement dans le cadre de bien préserver l'environnement dans la commune de Ngathie Naoudé. Commandant Taïfourou Sané Badiane et le chef-secteur aux forêts de Guinguinéo. Bon, ce qu'on peut retenir de l'activité, c'était une activité qui était prévue au moment de la journée de l'arbre. Bon, présentement, c'est 140 arbres ici au niveau de Ngathie Naoudé. Les espèces, les différentes espèces sont le Peltophorum ferruginum, nous avons le Mélina arborea, nous avons le Terminalia mentali, nous avons le Cordia sebestena et aussi le flamboyant. Le flamboyant, c'est-à-dire Delonyx regia. Boukar Ndour, coordinateur cellule PASTEF de Ngathie Naoudé, est revenu sur les différentes activités de la cellule PASTEF de Ngathie Naoudé. Donc aujourd'hui, on a initié une journée de reboisement pour au moins reverdir Ngathie Naoudé. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de diversité par rapport aux arbres qui sont à Ngathie et on en a besoin. Aujourd'hui, presque Ngathie n'est pas verte et on en a besoin pour au moins permettre aux populations, lorsqu'ils vont quitter les champs de sel, au moins pour revenir et avoir au moins là où se reposer. Donc c'est ça qui a initié ça. Et de ce fait maintenant, on a essayé de dispatcher au niveau des différents quartiers, au moins pour avoir un reboisement et ainsi de reverdir Ngathie comme je l'ai dit. Bassirou Diène, coordinateur adjoint, revient sur l'importance du reboisement, mais aussi au suivi. Par exemple, on a initié par exemple, le concept une maison, un arbre. Cet arbre-là qu'on va mettre devant la maison ou bien à l'intérieur de la maison, on va essayer par exemple de le parrainer ou bien de le marrainer. On donne par exemple à quelqu'un dans la maison qu'on dise que par exemple, il peut vraiment par exemple entretenir l'arbre et on va lui dire que par exemple cet arbre-là, on vous l'a confié et c'est à lui par exemple de gérer tout ce qu'elle entretient. Et nous, en contrepartie, on va tout le temps par exemple passer devant les concessions pour voir est-ce que l'arbre a été bien entretenu ou non, pour pouvoir obtenir par exemple un meilleur résultat par exemple d'ici quelques mois. Hormis la journée de reboisement, la cellule PASTEF de Ngathie Naoudé a initié aussi des cours de vacances, mais aussi un tournoi de foot. Pendant ce temps, ils n'ont pas tardé à exposer certains problèmes dont souffre la commune de Ngathie Naoudé, surtout le problème d'infrastructure. Ce manque d'infrastructure est bien visible dans cette localité. L'électrification de certains villages également fait défaut. Boukar Ndour, coordonnateur cellule PASTEF à Ngathie Naoudé, a fait le plaidoyer. Ngathie en a besoin tellement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, surtout routière au niveau de Ngathie. Hormis la route nationale numéro 1 qui passe au niveau du village de Ngathie, il n'y a aucune route qui passe au niveau des différents villages de Ngathie Naoudé. Donc on a besoin au moins d'une route qui aura à quitter Ngathie, passer à Ngoloum et aller jusqu'à Guinguinéo. Et également la principale activité, c'est le sel. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile d'acheminer le sel à Ngathie, surtout si les premières pluies tombent. Donc on a besoin au moins d'avoir une route qui va quitter les sels marins, le sel derrière le village pour au moins pouvoir acheminer ça, même en période de saison de pluie. Hormis ça, donc on manque d'infrastructures parce qu'aujourd'hui Ngathie a besoin au moins d'une pharmacie. Jusqu'à présent, malgré que c'est un peu privé, mais on en a besoin. Parce que si aujourd'hui on a besoin de médicaments, on est obligé d'aller jusqu'à Mbirkilan ou bien au niveau de Kaolack. Autre chose également, garage, on en a besoin. Vu que pour quitter Kaolack et venir à Ngathie, vous êtes obligé de payer comme quelqu'un qui doit partir en Mbirkilan. Et donc là, c'est un peu difficile. Et on a besoin vraiment beaucoup d'infrastructures. Parce que les programmes de l'État, on n'en a pas senti. Depuis, on n'a vu aucun programme qui a été mis ici au niveau de Ngathie Naoudé pour au moins avoir un développement. Et là, on fait un appel solennel à toutes les autorités étatiques pour au moins Ngathie Naoudé puisse avoir des infrastructures. En plus de ça, il y a un manque criard d'électricité. Aujourd'hui, la cellule PASTEF de Ngathie qui regroupe les 3 quartiers, voire 4 plus l'amont, il n'y a que 3 qui ont de l'électricité. Le quartier Diamaguène qui se trouve à moins de 500 mètres de Ngathie n'a pas encore d'électricité. L'amont de Doufango également qui est à 1 km n'a pas encore d'électricité. En plus de ça, il y a les grands villages qui sont au niveau de la commune de Ngathie, à l'image de Mbafaye, Ngathie Peul, Keur Morsamb et Dagadaour. Tous ces grands villages-là, j'espère qu'il est temps qu'ils aient de l'électricité. Et on espère également des autorités pour que cette situation-là soit décantée. Merci à Alioune Badara Diop qui a recueilli ses propos de Ngathie Naoudé. Nous voilà à Dianiel. Dianiel où 140 arbres ont été plantés par les membres de l'association des chefs de village sous la présence effective du maire de la commune de Ladmengue, Dr Macoumba Diouf, interrogé par Hassan Diouf. Effectivement, on s'est retrouvé ici à Dianiel dans le cadre de la matérialisation, un peu, on va dire, de la volonté du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a instruit pratiquement toutes les institutions du Sénégal, mais aussi toutes les populations, de travailler à faire de la journée de l'arbre une réalité dans notre pays, à côté de la journée
journée de nettoiement qui se célèbre tous les premiers samedis de chaque mois, appelée Setal Sunu Réew. Dans le cadre de cette journée appelée journée de l'arbre, jadis appelée journée nationale de reboisement, on a eu droit cette année à ce que le lancement ait été fait à Touba par le président de la République lui-même. Et ici, dans notre région et dans notre département de Kaolack, on a eu l'honneur de recevoir Madame le ministre en charge de la jeunesse, et de la culture et des sports, Madame Khady Gaye. Et cette journée a été célébrée à Ndiédiène et c'est l'occasion de renouveler nos félicitations à notre collègue Dr Abdoul Aziz Mbodj, maire de la commune de Ndiédiène. Après cette journée, il a été décidé, dans le cadre des orientations données par le CLD de l'arrondissement de Koumbal, que chacune de nos 4 communes, nous qui constituons l'arrondissement de Koumbal, qu'on puisse organiser une journée de reboisement. J'allais dire une journée de l'arbre. C'est ainsi que le village de Daniel a abrité la dite journée à laquelle nous présidons aujourd'hui avec beaucoup d'honneur et de fierté. Mais on voudrait d'abord féliciter le chef de village, M. Ousmane Ndiaye, qui est par ailleurs président de l'association des chefs de village de la commune de Latmingué, mais aussi le président de l'association des chefs de village de l'arrondissement de Koumbal. Et il est également le trésorier général de l'association nationale des chefs de village. Il est en même temps un responsable religieux parce qu'il dirige les imams de l'arrondissement de Koumbal. Et avec toutes ces casquettes, on pouvait penser, on pouvait l'attendre sur d'autres chantiers. Mais on l'a retrouvé sur un chantier que nous préférons, c'est le chantier de la mobilisation des populations, c'est le chantier de l'information et de la sensibilisation des populations, mais surtout le chantier de la main à la patte. À la patte, Daniel, un village vert, un exemple à suivre pour Dr Macoumba Diouf, qui saluait les efforts consentis avant d'appeler les populations à garantir le suivi. Réécoutons ici ses propos. Formés aux techniques de reboisement, mais reboiser eux-mêmes pour les populations et à côté des populations. Donc, on ne peut pas ne pas les remercier et les féliciter. Donc, je disais que c'est dans le cadre de la célébration officielle ou de la journée de lancement officielle de cette journée de l'arbre dans la commune de Latmingué que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui. On l'a vu, sur 1 kilomètre, le reboisement a été fait. Il faut le faire. Ça, c'est quelque chose à saluer. Je ne pourrais pas finir les avantages ou l'intérêt de planter un arbre. C'est ce qu'ils ont compris. Je dois rappeler que Daniel a toujours été village où l'arbre a été au centre des préoccupations des populations. On a à côté ce qu'on pourrait appeler un parc à bois ou une forêt à baobab. On a vu, il suffit de regarder autour de nous dans le village est complètement vert. Je ne sais pas si les gens ont fait attention à ça. Il y a beaucoup d'arbres à Daniel. Donc, si on retrouve cet engagement du chef de l'État avec toute la population de Daniel, parce qu'il nous a dit que certains ressortissants ont envoyé même des plants qui ont été plantés. Donc, c'est ça qu'on cherche. Et donc, nous, on voulait donner Daniel en exemple aux 83 autres villages de la commune de Latmingué. Donner le président Ousmane Ndiaye en exemple aux chefs de village de la commune. Donner l'ASC Djambar de Daniel en exemple aux ASC de la commune, parce que vous avez vu combien les jeunes ont été mobilisés pour cette journée de l'arbre. Donner les groupements de femmes de Daniel en exemple au groupement de femmes de la commune de Latmingué. Et donc les remercier et les féliciter. J'ai dit également qu'une chose était de planter. C'est peut-être pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'assurer un suivi et d'entretenir les plants, comme on le ferait avec un nourrisson ou avec un bébé. Parce qu'on a besoin d'entretenir ces plants pour qu'ils grandissent et qu'on retrouve un cadre de vie agréable ici à Daniel. Donc, je sais que ce sera le cas et c'est pour pérenniser les habitudes des villageois de Daniel. J'ai également dit qu'il fallait qu'on considère les 365 jours de l'année tous comme des jours de l'arbre ou des journées de l'arbre. En quoi faisant? En plantant ou en entretenant un plant déjà mis en terre. C'était à l'instant Dr Macoumba Diouf, maire de la commune de Latmingué. Cette journée qui entre dans le cadre de la célébration de la journée de l'arbre a été une occasion bien saisie par les agents eaux et forêts pour magnifier l'engagement à travers cette initiative, tout en revenant sur l'importance de cette journée. Colonel Sow au micro d'Assane Diouf. La dégradation d'une manière générale est partout. Une commune ne peut pas faire l'exception, mais ça a des degrés différents. Donc au niveau de la commune, donc, il y a moins de dégradation. Donc il y a moins d'actes de vandalisme donc, liés à la
forêt. La journée de l'arbre, comme son nom dit, c'est la journée de l'arbre. Donc quand on dit l'arbre, donc ça englobe tout. Donc l'importance de l'arbre n'est plus à exposer au grand public. Le grand public le connaît. Mais c'est le suivi qui importe après la plantation. Et un accent particulier sera mis au suivi. Parce que nous avons l'engagement ferme des autorités locales par rapport à cela. Nous allons les accompagner par rapport à cela aussi. Les moyens, nous les devons en part. Il y a deux niveaux. Il y a les moyens techniques, il y a les moyens matériels. Donc les moyens matériels ont été apportés par la commune. Donc qui a sécurisé toutes les plantations. Donc nous avons apporté les moyens biologiques, qui sont les arbres que nous avons plantés. C'est de hautes tiges qui ont une forte chance de réussir s'il y a un suivi adéquat. Nous avons planté au total 140 arbres. Donc pour l'axe routier, sur 1 km environ, et au niveau de l'école aussi. Restons toujours à Djaniel, venu présider la rencontre, l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Koumbol. De son côté, s'est félicité de l'organisation de cette journée et de la mobilisation. Birahim Fall, que je vous propose d'écouter. Tout d'abord, je remercie la population du village de Djaniel, à sa tête le chef du village qui ne ménage à chaque fois que besoin et aucun effort pour matérialiser les directives de l'administration territoriale, mais aussi les directives de l'administration locale. Je trouve que cette journée a été vraiment une journée de réussite en termes de nombre d'arbres plantés et aussi sur la distance qu'elles ont été plantées. L'autre chose, c'est que la population a répondu massivement à cette journée. Des sensibilisations ont été faites et ça va continuer à se faire. L'entretien aussi et le suivi est assuré aussi, sera assuré non seulement par les services techniques, les autorités administratives, mais aussi les autorités locales. Actualité internationale. À présent, l'actualité inter, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Afrique de l'Ouest. Son gouvernement est confronté à une forte augmentation du nombre d'arrivées de migrants. Actualité internationale. Les autorités de la République démocratique du Congo ont exprimé leur regret après l'agression dont ont été victimes 3 diplomates français samedi à Kinshasa, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques et gouvernementales. Des individus se sont introduits samedi sur un site de la représentation diplomatique française à Kinshasa dans le but de faire déguerpir un diplomate français, a déclaré le ministère de la Justice de la RDC dans un communiqué publié lundi. Parmi les auteurs de cette forfaiture se trouvent des éléments de la police et des agents du parquet. Certains d'entre eux sont déjà aux arrêts, précise le communiqué du ministère qui déplore cet incident. Au Soudan, au moins 132 personnes ont péri dans des inondations durant la saison des pluies cette année, a déclaré hier le ministère de la Santé. Actualité internationale. Au Mali, l'armée a affirmé lundi avoir visé des cibles terroristes et tué une vingtaine d'individus armés lors d'une opération dimanche dans le nord du pays qui a fait une vingtaine de morts. Selon l'armée malienne, une mission de reconnaissance offensive a permis de repérer et d'identifier des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre gardés soigneusement dans la cour d'une concession à Tinzaouaten. C'est dans la même localité de Tinzaouaten que les rebelles Touaregs et les djihadistes ont affirmé avoir tué des dizaines de combattants russes et de soldats maliens à la fin juillet. L'armée malienne et ses alliés russes ont reconnu des pertes importantes sans donner de bilan précis. Actualité internationale. En Iran, le président réformiste Massoud Pezeshkian a nommé hier un membre de la minorité sunnite comme son adjoint chargé du développement rural. C'est une chose rare dans ce pays à majorité chiite. Actualité internationale. Des frappes massives de missiles et drones russes ont visé hier des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, faisant au moins 4 morts et obligeant les autorités à imposer des coupures de courant. Actualité internationale. Le président américain Joe Biden a condamné lundi ce qu'il qualifie de scandaleuses frappes russes contre des infrastructures énergétiques en Ukraine qui ont fait au moins 4 morts et a réitéré son soutien à Kiev. Par ailleurs, le
Premier ministre indien Narendra Modi en déplacement en Ukraine il y a 3 jours a échangé lundi avec Joe Biden et répété sa volonté de paix et de stabilité. Et sport. 12h30 au stade Lamine Kouragueï, une façon de l'accueillir. Bonjour Aline Badara Diop. Nous allons démarrer la page sportive avec la lutte sénégalaise, promoteur, arbitre, reporter et autres profils en quête de la présidence du CNG, comité de gestion de la lutte en moins de 30 jours du fin de mandat. Ibrahim Sen, plus connu sous le nom de Birasen, beaucoup de profils se réclament pour la succession du président de CNG, même s'il pourrait être reconduit par la ministre des Sports. C'est lui qui est à son deuxième mandat et suit des critiques depuis un certain temps. Parlons à présent du mercato. L'international sénégalais Habib Diallo, après avoir été écarté par son entraîneur Al-Shabab, Habib Diallo quitte Al-Shabab pour Damak FC. Pendant ce temps, James Rodriguez rejoint le Rayo Vallecano. Toujours parlons de sport avec le sélectionneur national Aliou Cissé qui va procéder à une conférence de presse ce vendredi 30 août 2024 pour la publication du liste des joueurs convoqués pour les matchs Sénégal-Burkina Faso le 6 septembre et Burundi-Sénégal le 9 septembre, comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Montpellier s'intéresse sur Mamadou Lamine Camara, le milieu défensif de la RS Bergane, est déterminé à franchir le cap cet été. Basketball, Jomakan, parmi les 5 majeurs du tournoi pré-qualification du mondial féminin 2026 à Kigali, où le Sénégal a perdu en finale contre la Hongrie 47-63. La jeune sénégalaise de 22 ans s'est démarquée dans cette compétition étant décisive dans plusieurs matchs et son apport sur le parquet a permis aux Lions d'atteindre la finale. En dépit de son jeune âge, l'ex-sociétaire de l'ISEC Sport a présenté une performance remarquable lors de toutes rencontres. Parlons Ligue Pro, le Stade de Mbour opte pour le duo Pape Ngueye et El Sec pour diriger le Stade de Mbour, miser sur l'expérience pour trouver l'élite du foot sénégalais. Voilà la stratégie du Stade de Mbour qui a annoncé ce dimanche la nomination de Mamadou Ndiaye et El Sec à la tête de l'équipe pour les 2 prochaines années. C'était tout, mesdames et messieurs, pour la page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kodosek Keneme qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction. L'info revient à 13h avec Maria Maba. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. L'insécurité règne en maître avec la recrudescence des cas d'assassinat à Kaolack. Les populations réclament la peine de mort suite à l'affaire Abdul Aziz Ba alias Aziz Dabala. Réaction suivie dès le début de ce journal. Au-delà de la réalité de la cherté des factures, la qualité de l'eau également constitue un réel problème à Kaolack. Face à cette situation, le président de l'ASCOSEN tire la sonnette d'alarme. Elhadji Abdou Badjo, que vous avez entendu dans ce journal. Conscient de leur rôle indispensable, 140 arbres ont été plantés à Djaniel à l'initiative de l'association des chefs de village, de même qu'à Gatchenaoudé où la cellule PASTEF a organisé également une journée de reboisement. Détails suivis au courant de cette édition. Et puis la deuxième partie était consacrée à l'actualité sportive et l'actualité inter. Merci d'avoir suivi. C'était tout pour le journal. Restez en compagnie des programmes de la meilleure des bandes FM, Al-Fayda FM, la référence. Le journal Ngoné Ndiaye, Rennes.